Donc, en fait, le projet qu'on vous présente aujourd'hui, Portrait des ressources résidentielles pour les personnes en situation de handicap à travers le Québec, c'est né d'un besoin puis d'une demande qui était récurrente, je vous dirais, que moi-même j'avais, qui était celle de savoir, mais qu'est-ce qui existe comme ressources résidentielles pour les personnes en situation de handicap à travers le Québec? Donc, j'ai cogné à plein de portes pour avoir ces informations-là. Parfois, des gens sont venus cogner à la mienne aussi pour dire est-ce que vous avez ces informations-là? Et puis, à certains moments, le constat, ça a été de se dire, ben, comme les données ne semblent pas avoir été recensées, comme ça n'existe pas, ben, on va le faire. On va essayer de faire un portrait des ressources résidentielles. Donc, comment je dirais, de l'idée initiale jusqu'à la collecte des données, ça a quand même été un bon défi. Vous allez voir un peu les défis qu'on a rencontrés pour y arriver. Ce que je veux vous dire tout de suite, pardon, je vous dire tout de suite, en fait, c'est que ce projet-là, il a été possible vraiment avec le soutien de la Fondation Mirella Hino Saputo. C'est vraiment eux qui nous ont appuyés parce que c'est quand même un travail de moine, là, ramasser, recueillir toutes ces informations-là, établir les contacts. Vous allez voir en même temps que c'est pas quelque chose nécessairement qui a été simple, mais on a quand même des résultats qui sont intéressants. Et si je peux vous donner une idée, je vous fais plonger un peu dans mon monde de chercheur là, un instant pour vous dire en fait qu'à travers ce projet-là, ce qu'on voulait d'une certaine façon, c'est en quelque sorte constituer ce qu'on appelle une banque de données. Donc, aller chercher de l'information, être capable de décrire un peu les ressources résidentielles, donc recueillir un maximum d'informations pour ensuite être capable aussi de faire différentes analyses. Comparer une région à l'autre, comparer en fait le profil des ressources, être capable d'avoir des données sur le nombre de personnes, par exemple, qui sont accueillies selon les modèles résidentiels. Donc, on est en quelque sorte un petit peu en train de construire cette banque de données-là qui va nous permettre de pouvoir produire en fait différentes formes d'analyse, d'aller répondre à des questions. Donc, c'est pour ça que ce qu'on vous présente, en fait, c'est un peu l'ensemble des données, sachant très bien que petit à petit, là, on va pouvoir répondre à des questions là, plus spécifiques. Donc, voilà, je regarde juste si j'avais des questions. Pour ce qui est du PowerPoint, là, du document utilisé, comme je l'ai dit, là, Justine va pouvoir vous le présenter. Donc, au niveau de la mise en contexte, on s'est intéressé en fait à quels sont les modèles résidentiels qui sont en place à travers le Québec. Donc, on a été obligé de se donner une définition de qu'est-ce que c'est qu'un modèle résidentiel. Donc, je me permets juste de vous lire en fait cet élément-là parce que quand on parle d'un modèle résidentiel, pour nous, c'était un service ou encore un ensemble de services structurés. Donc, on voulait quelque chose là, qui était défini, qui est offert à une population particulière, donc qui est précisée, qui répond à des objectifs pour lesquels il est possible de décrire les principales caractéristiques. Donc, pour nous, ce n'était pas nécessairement un modèle dans le sens où on va chercher le modèle comme étant une référence, mais bien Allô? d'avoir une structure qui nous permet donc d'avoir un modèle qui est reproductible, sur lequel on peut avoir une définition assez claire pour que si, par exemple, dans une autre région ou dans un autre lieu, on veut s'en inspirer, on a les caractéristiques de ce modèle-là suffisant. Donc, ça veut dire que, par exemple, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les appartements supervisés, donc toutes ces ressources-là, en fait, pour nous, constituent des modèles auxquels on s'est intéressé. Je vais vous dire tout de suite, en fait, que à la fin de la présentation, il y a une section plus particulière pour les ressources de type familial, les ressources intermédiaires, les modèles qui sont portés davantage par le réseau de la santé et des services sociaux, qui sont des modèles probablement aussi un peu plus connus et où il y a une certaine, sans dire une uniformité, mais on retrouve des ressources de type familial ou des ressources intermédiaires un peu partout à travers le Québec. Donc, la ressource de type familial qui est du côté de Trois-Rivières, puis celle qui est du côté de Rimouski, ben, c'est une ressource de type familial, donc il y a quelque chose de similaire. Donc, on vous les présente un petit peu plus à la fin de la présentation. Il y a une section là-dessus. Je peux vous dire tout de suite, parce que j'ai envie de vous amener rapidement là, vers les conclusions. C'est certain qu'en termes de modèle résidentiel, d'une région à l'autre, il y a beaucoup de diversité et je me permets d'utiliser le mot d'inéquité aussi. Les options résidentielles ne sont pas les mêmes selon notre code postal. Si vous habitez à Trois-Rivières, si vous habitez à Montréal, si vous habitez à Rimouski, à Sherbrooke, il y a vraiment des écarts. Et pour le moment, avec les données qu'on a,
Les écarts s'expliquent plus par des éléments historiques, la mobilisation de certains groupes. Il n'y a pas véritablement là, de données objectives qui nous permettent d'expliquer pourquoi on a une ressource à un endroit plutôt qu'à un autre. Donc, il y a un développement de différents modèles résidentiels, mais pour le moment, il n'y a pas de structure dans le développement des modèles résidentiels. C'est vraiment le dynamisme de certains groupes qui explique, par exemple, qu'on a une ressource résidentielle qui se développe dans un secteur et qu'il n'y en a pas dans d'autres secteurs. Donc, les modèles résidentiels, comme je le disais, donc, peuvent être portés par des établissements du réseau de la santé, peuvent être portés par des organismes communautaires ou encore portés par des organismes privés ou par des partenaires privés. Du côté des partenaires privés, c'est un petit peu plus difficile de les recenser, de les identifier, parce que pour faire ce travail-là, ce qu'on a dû faire, c'est un peu une méthode d'enquête. On est parti sur le terrain, on a fait des recherches sur Internet, on a trouvé les ressources résidentielles. Quand on réussit à en trouver une, on leur demandait s'il y avait d'autres ressources résidentielles sur le territoire qui étaient connues. Donc, c'est un peu un effet comme ça d'enquête qui nous a permis d'en recenser un maximum. Évidemment, on a fait ce projet-là dans un contexte de pandémie. Donc, c'est venu assez rapidement aussi exposer les limites de ces différents milieux résidentiels-là. Donc, avoir un portrait des ressources résidentielles à ce stade-ci, c'est d'autant plus important avec le contexte de pandémie là, avec lequel on doit composer. Donc, aujourd'hui, on va se centrer vraiment sur 8 régions administratives. Là, c'est vraiment ces régions-là. Donc, vous avez le Bas-Saint-Laurent, Centre du Québec, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les autres régions, là, on a des données aussi. Là, il y a des choses qui vont être complétées, mais on voulait mettre l'accent là-dessus. Donc, vous voyez, on est dans différents types de milieux, plus urbains, plus ruraux. Il y a 34 modèles résidentiels qu'on a été capable de répertorier. Et notre façon de faire, en fait, ça a été d'aller par des entrevues. Donc, on a tenté de rejoindre les responsables des ressources, de ces ressources résidentielles-là. Et on a complété ce qu'on appelle des fiches signalétiques. Donc, des fiches signalétiques, c'est des données qui permettent de décrire chacune des ressources. Qui sont les partenaires financiers, qui sont les partenaires dans l'offre de services, qui est porteur, c'est quoi le financement, vient de où, il y a combien de personnes accueillies, combien de personnes hébergées, depuis combien de temps, etc. Donc, on a fait ce qu'on appelle des analyses quantitatives, donc tout ce qui se mesure, le nombre de personnes, le financement, etc. Puis aussi des analyses qui sont plus d'ordre qualitatif, donc c'est quoi les processus qui sont mis en place pour gérer les ressources, par exemple, c'est quoi le mode de cogestion, les liens avec les parents, avec les familles. Donc, on a un ensemble de données. Donc, on va passer à travers ces différentes données-là pour vous donner une idée. Et bon, voilà, on vous a mis un peu un nuage de mots de tout ce qu'on est allé chercher, les partenaires financiers, la capacité des modèles, les partenaires impliqués, le territoire desservi, les modalités d'intervention, etc. Donc, on plonge là-dessus. Donc, dans notre première étape, en fait, ça a été vraiment d'aller chercher toutes les informations qui étaient disponibles sur Internet pour toutes les ressources résidentielles. Donc, je vous dirais, sur les 34 modèles, on a tous tenté de les rejoindre et on a été capable d'en rejoindre seulement 13 qui ont accepté de nous parler. Et ça, pour moi, en soi, c'est déjà un résultat qui est important. Dans une autre recherche que j'ai faite il y a quelques années où on avait cherché à aller rencontrer des ressources de type familial, donc des familles d'accueil, on avait tenté de rejoindre, on avait contacté 300 familles d'accueil à qui on proposait un montant là, pour qu'ils puissent se libérer pour répondre à certaines de nos questions. Et sur 300 familles d'accueil qu'on avait tenté de rejoindre, il y avait seulement 15 familles d'accueil qui avaient accepté de répondre à nos questions. Donc, encore une fois, ici, sur 34 modèles, il y a seulement 13 organismes, en fait, là, qui ont accepté de répondre à nos questions. Pour moi, ça vient parler un peu de l'opacité de ce qui se passe dans les milieux résidentiels pour les personnes en situation de handicap. Évidemment, on pourra tout de suite dire qu'on les a contactés dans un contexte de pandémie où ils sont débordés. L'équipe de recherche qui appelle et qui veulent poser des questions, c'est peut-être pas leur priorité, mais ça demeure quand même un défi. Sachant que ces données-là, quand on parle des organismes communautaires ou de certains organismes privés, même les CIS et les CIUS ne disposent pas de ces informations-là. Donc, ça veut dire alors qu'ils hébergent parfois certaines personnes qui sont en service dans les CIS et les CIUS. Donc, pour moi, ça, c'est un aspect important aussi
cette difficulté-là à les rejoindre. On a eu des entrevues quand même là, avec des responsables des différents modèles résidentiels dans un certain nombre de cas qui nous sont permis de venir valider ou du moins enrichir les données qu'on avait recueillies. Donc, je vais juste jeter un coup d'œil. C'est bon, c'est tous des problèmes techniques. Voilà. Donc, au niveau des résultats, en fait, vous voyez, au niveau des modèles résidentiels qu'on a été capable de répertorier, le premier qui a été créé, là, le plus ancien, 1974, l'Arche le Printemps dans Chaudière-Appalaches, et celui dont l'ouverture est annoncée pour 2023, les habitations Logivie, là, du côté de la Mauricie. Donc, il y a vraiment un momentum particulier au début des années 2000. Là. Donc, à partir de l'année 2004, c'est vraiment notre année médiane où 50 des ressources qu'on a répertoriées ont démarré avant 2004, 50 après 2004. Donc, il y a vraiment une concentration un petit peu plus importante là, autour du début des années 2000. Ceci étant dit, on va vraiment dans les 4-5 dernières années vraiment, là, il y a plusieurs projets, beaucoup de projets de type appartement supervisé là, qui sont apparus là, dans les dernières années. Ce qu'on remarque là, dans les données qu'on a recueillies, le temps entre la mise en place du projet puis la construction, donc le démarrage du projet puis l'ouverture, la mise en œuvre du projet, ça varie entre 3 à 10 ans. Donc, il y a des projets, en fait, qui ont pris 10 ans là, entre le moment où les gens se sont réunis pour rassembler, pour démarrer un projet, puis l'ouverture, c'est allé jusqu'à 10 ans. Dans le minimum, c'est 3 ans. Cette durée-là tend à être de moins en moins longue pour les projets actuels, mais on remarque quand même un délai qui sont importants. Et les principaux obstacles, vous ne serez pas surpris, mais les obstacles rencontrés, c'est vraiment les obstacles d'abord liés à l'aspect financier. Donc, difficulté à obtenir le financement pour assurer la construction puis la récurrence des services qui vont être nécessaires à l'intérieur de ces modèles résidentiels-là. Il y a tout le volet on appelle ça la portion immobilière aussi, l'accès aux informations nécessaires, par exemple, liées à la construction elle-même. Si on accueille des personnes en situation de handicap, ben, au niveau de l'aspect physique des lieux, là, comment est-ce qu'on doit organiser ça, à quoi on doit penser, comment on organise les salles de bain dans les logements, par exemple, tout ça. Donc, toute la portion vraiment immobilière et le défi de trouver un terrain également, l'emplacement de la ressource résidentielle elle-même. C'est le troisième obstacle là, qui a été le plus souvent répertorié. Ce qui est intéressant, puis ça, pour moi, ça, c'est une préoccupation aussi. Quand vous regardez, par exemple, nos régions qui sont là, sur le tableau juste à droite, vous avez des régions qui, d'une certaine façon, sont comparables en termes de population, en termes de densité. Moi, j'aime bien dire, par exemple, que moi, je viens de la Mauricie. Ben, Mauricie, du Québec, puis les Laurentides, par exemple, il y a quelque chose qui est un petit peu similaire. T'sais, dans les Laurentides, par exemple, dans le nord de la région, l'équivalent un peu de notre Latuc en Mauricie. Le Trois-Rivières, c'est peut-être le Terrebonne. Non, Terrebonne, c'est dans la Lozère, mais vous voyez un peu en termes de région de similitude. Pourtant, la disponibilité des ressources résidentielles est très différente. Donc, c'est pour ça que vous avez, par exemple, en Mauricie, où il y a 7 ressources résidentielles. Il y en a 6 dans le centre du Québec, donc c'est quand même pas beaucoup par rapport à une région comme Chaudière-Appalaches où il y en a seulement 4 ou encore une région comme l'Estrie où il y en a 5. Fait que cette disparité-là, en fait, elle est quand même assez importante. Quand on regarde où se trouvent les ressources résidentielles d'une région à l'autre, on les a organisées en fait en fonction de milieux urbains, semi-urbains ou ruraux. Donc, quand on regarde, par exemple, là, par exemple, au centre du Québec, on est plus dans le semi-urbain, alors que, bien sûr, là, quand on tombe, par exemple, dans une région comme l'Estrie, on est plus en milieu urbain. Donc, on peut penser que, par exemple, Sherbrooke est mieux desservi que les municipalités avoisinantes. Là. Donc, ça aussi, c'est un autre élément qui est quand même intéressant là, auquel se questionner. Et quand on regarde, par exemple, du côté de Rimouski, ben, l'unique milieu résidentiel qu'on a évidemment recensé est en milieu rural aussi. Donc, il y a des questionnements à savoir, en fait, en termes d'options, d'opportunités, sachant aussi que dès qu'on tombe avec une ressource résidentielle qui est plus loin des grands milieux, bien, il y a des enjeux qui apparaissent, comme les enjeux de transport, notamment d'accès à des activités socio-professionnelles aussi. Il y a une complexité qui va venir avec ça. Fait que juste cette question-là, en fait, de où se trouvent les ressources résidentielles, puis comment optimiser, en fait, la disponibilité des ressources résidentielles en fonction des types de milieux, c'est une question de recherche en soi là, qui va demander à ce qu'on continue d'approfondir également.
Donc, quand on regarde aussi, ça c'est un autre aspect qu'on trouvait intéressant, on a un peu questionné les ressources résidentielles, à savoir, vous accueillez qui? Qui sont les personnes que vous accueillez? Est-ce que vous avez un territoire en particulier qui est associé à votre modèle résidentiel? Donc, vous avez tout en bas à droite, par exemple, il y a certains modèles résidentiels qui disent, nous, on va desservir la MRC, une MRC en particulier, d'autres vont desservir une région en entier. Certains disent, nous, on n'a pas de territoire, donc on est ouvert à toute personne qui veut, par exemple, auquel on répond à son besoin. Certains se définissent davantage par rapport à une ville. Donc, ça aussi, c'est un autre élément qui est quand même intéressant à considérer parce que parfois, certains modèles résidentiels aussi, le financement va être lié à la provenance aussi du futur locataire ou résident là, de ce milieu. Donc, je vais juste jeter un coup d'œil. C'est bon, OK. Je vois qu'il y a certaines questions. Je vais les garder en réserve. Je vais les reprendre à la fin. J'ai beaucoup d'informations à vous donner, mais je vais pas les échapper. Là. Je vais vous prendre. Donc, quand on regarde aussi la capacité des modèles résidentiels, en fait, donc combien de personnes sont accueillies selon les modèles résidentiels? Là, je vais vous donner tout de suite là, un certain nombre d'éléments. C'est sûr que quand vous voyez au niveau rural, plus on s'approche vers des milieux urbains, plus la capacité d'accueil du modèle résidentiel est élevée. Donc, il y a une certaine logique là-dedans. On est dans une densité plus grande. Donc, des fois, dans un même milieu, il va y avoir davantage de personnes accompagnées. Donc, ici, si vous voyez, comme en milieu rural, la capacité minimale qu'on a vue d'un milieu, c'était d'accueillir 8 personnes. La capacité maximale, c'est 30 personnes, ce qui est quand même déjà passablement beaucoup de personnes. En revanche, quand on tombe dans des milieux semi-urbains, urbains, on peut aller jusqu'à des milieux qui vont, par exemple, avoir une capacité d'accueil de près d'une centaine de personnes, mais généralement, on est dans un contexte de mixité sociale. Donc, des fois, ça peut être une grande tour, par exemple, dans laquelle il y a énormément de logements, mais il y a une portion de logements qui sont dédiés pour des personnes en situation de handicap. Donc là, évidemment, quand on tombe dans des milieux comme Montréal, comme Québec, bien, c'est quelque chose qui devient possible parce que c'est aussi cohérent avec l'aménagement urbain, avec la ville en tant que telle, où parfois, ben, le fait d'avoir 100 logements, ben, ça se peut, mais dans ce 100 logements-là, il y a une portion qui est dédiée à des personnes en situation de handicap. Beaucoup de milieux, comme vous le voyez là, juste en haut, par exemple, qui vont être composés de logements de 3,5. Là. Donc, quand on parle de la grandeur des logements, 13 modèles qui vont être composés de 3,5. Il y a parfois des logements à l'intérieur des milieux résidentiels qui vont être mis à disposition, par exemple, de personnel, soit d'un intervenant, d'un voisin ressource. Donc, il y a différents noms, en fait, mais parfois, on va laisser à disposition, finalement, d'une personne qui va agir comme soutien, un 4,5. Beaucoup de pièces communes, généralement, beaucoup de modèles résidentiels vont offrir le fait d'avoir des pièces communes. Et il y a un modèle, en fait, qui est plus structuré en termes de studios. Donc, il va offrir des studios aux personnes. La proximité des services, évidemment, dans les modèles qui sont situés en milieu urbain, c'est souvent un critère qui a amené à faire le choix également du lieu où est situé le modèle résidentiel. Difficulté plus grande à ce niveau-là, tous les modèles qui sont plus en milieu ruraux, ben, ramenaient un peu cette difficulté-là de dire, ben, pour nous, des fois, l'accessibilité est un petit peu plus compliquée. Donc, on doit appuyer davantage les locataires pour le transport, le déplacement, l'accès aux différents services. Quand on va voir les modèles résidentiels aussi, qu'est-ce que les gens les groupes qui portent ces modèles résidentiels-là ont comme offre de service? Beaucoup de modèles offrent vraiment du soutien dans les activités de la vie quotidienne, l'activité de la vie domestique. Donc, repas, entretien ménager, sécurité à domicile, des fois le budget, donc tout ce qui concerne la vie au quotidien, l'organisation de l'horaire de la journée, appui au transport, des éléments comme ceux-là. Beaucoup offert par des éducateurs spécialisés, des intervenants, préposés aux bénéficiaires, techniciens en travail social. Il ne faut pas non plus sous-estimer toute la part des bénévoles, plusieurs milieux aussi identifiés, avoir du soutien, par exemple, de personnes bénévoles, les familles aussi, là, continuent à être des proches aidants très actifs dans ces milieux-là. Il y a un principe, entre autres, dans 4 ressources, qui est le principe de cohabitation, donc de façon à faire en sorte qu'il y ait une personne de la communauté qui n'est pas en situation de handicap, qui va habiter également le modèle résidentiel, puis qui va avoir comme fonction d'offrir un soutien également à la personne. Donc, ce n'est pas à proprement parler un intervenant,
mais cette personne-là, en fait, elle a été sélectionnée en fonction de ses caractéristiques, son savoir-être, sa capacité à pouvoir offrir du soutien, souvent dans des tâches non spécialisées, du soutien au quotidien, aider une personne qui en aurait le besoin. Donc, parfois, avec un coût pour son propre logement qui est moindre, de façon à permettre d'offrir un soutien aux autres locataires qui sont en situation de handicap. Beaucoup, évidemment, de résidences permanentes. Quand on est dans les modèles résidentiels, c'est souvent dans l'optique d'être dans ce milieu-là à long terme. Et parfois, il y a des modèles résidentiels aussi qui vont garder des espaces pour offrir du répit, parfois même des services d'accueil de jour. Donc, des fois, l'espace commun va être utilisé aussi pour permettre à d'autres personnes qui ne résident pas sur les lieux de profiter de l'espace pour offrir bénéficier en fait de services d'accueil de jour, d'activités socio-professionnelles, d'activités de loisirs. Puis parfois, certains milieux vont aussi intégrer au sein même de la structure des ateliers socio-professionnels. Au niveau du coût de l'hébergement, ça, c'est un élément qui revient souvent. Combien ça coûte pour les personnes en situation de handicap? Bon, beaucoup sont sous le programme Accès Logis, donc une majorité sont là. Donc, ça va varier entre 300 et 870 par mois, ce qu'on a eu. Mais je vous dirais, par rapport à ces sommes-là, c'est le coût, en fait, là, qui revient, le coût pour la personne en situation de handicap. Il y a quand même une grande variation. Puis je vous dirais que pour ces données-là, c'est à prendre quand même là, avec prudence, là, parce qu'on a quand même été chercher les données pour plusieurs ressources, mais il y a une grande variation, puis il y a toutes sortes de programmes qui viennent soutenir aussi financièrement les personnes pour l'accès au logement. Donc, le coût réel là, peut être très variable. Qui a initié en fait ces différentes ressources résidentielles-là? Ben, j'ai vu, il y a plein de parents qui sont branchés aujourd'hui. Les groupes de parents, en fait, pour une part très importante, en fait, ce sont eux qui portent souvent qui ont initié ces projets-là. Des groupes de parents avec des organismes également. Il y a des fondations qui sont parfois derrière aussi certains projets. Et quand on parle de regroupement, on l'a mis là du côté gauche, là, souvent c'est des regroupements de personnes en situation de handicap elles-mêmes, en fait, qui ont mis en œuvre différents projets. Il y a des initiatives individuelles aussi, des fois des gens, souvent plus dans des modèles privés, qui décident, ben moi, je vais offrir un milieu, puis je choisis de n'accueillir que des personnes en situation de handicap. Donc, souvent, au niveau privé, c'est plus des initiatives individuelles. Et il y a parfois des organismes communautaires qui ont élargi un peu leur offre de services en offrant un milieu résidentiel également. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de ces différents porteurs-là. Au niveau des fondations, par exemple, évidemment, la Fondation Martin Matt, la Fondation Normand Léveillé, bon, il y a différents milieux comme ça, là, aussi en collaboration, là, qui sont venus développer des projets. Je vous dirais que ce qu'on voit parfois aussi, c'est un regroupement, un peu un consortium, différents groupes là, qui sont associés là, pour mettre de l'avant différents projets. Au niveau maintenant de l'implication des familles, parce que c'est quand même un aspect qu'on trouvait intéressant d'aller chercher, ça a été difficile de savoir qu'est-ce qu'on entendait comme implication des familles, mais vous voyez, parce que dans 56% des cas, on n'a pas été capable d'avoir cette information-là. Mais lorsqu'on était capable de le vérifier, il y a quand même la participation des familles, elle est souvent sollicitée, soit par une participation, par exemple, au conseil d'administration, soit pour un soutien directement à leurs proches, à leurs enfants, dans certains cas, qui est dans ce milieu résidentiel-là. Certaines familles aussi vont agir comme bénévoles auprès de l'ensemble des résidents. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Au niveau de l'implication des résidents, donc, ce qu'on voulait aller voir, c'est est-ce que les résidents ont un rôle à jouer dans la gouvernance des milieux résidentiels? Est-ce qu'ils sont impliqués d'une façon ou d'une autre? Encore une fois, ça a été difficile d'aller chercher ces informations-là, mais quand on l'a pu, on a pu le faire, oui. Et les locataires sont parfois impliqués dans les conseils d'administration. Il y a parfois une espèce de comité de locataires également, de comité de résidents qui peut être mis en place. Donc, il y a quand même une participation finalement à la gouvernance des différents milieux résidentiels. C'est sûr que dans une perspective d'autodétermination, c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a cette possibilité-là pour les personnes là, de participer.
On s'est intéressé aussi aux interactions avec le reste de la communauté. Donc, ça, je le répète, si vous m'avez déjà entendu, je vais le répéter encore une fois, mais l'habitation, c'est pas juste quatre murs, c'est un quartier, c'est comment j'interagis avec le voisinage, comment je suis capable d'aller à l'épicerie du coin, comment j'interagis avec les gens qui font partie de mon environnement immédiat. Donc, moi, j'aime bien parler d'habitat plutôt que d'habitation parce qu'un habitat, ça rend compte de toute cette dynamique-là. Donc, les interactions avec des résidents, avec la communauté, ça passe beaucoup par les activités de loisirs. Donc, ça, c'est quand même un élément important, notamment pour ceux qui développent des projets, de se dire, c'est quoi les infrastructures de loisirs, c'est quoi culturelles, du moins, qui peuvent permettre dans le quartier aux personnes en situation de handicap d'interagir avec le reste de la communauté. Il y a beaucoup de travail, les occasions de travail ou de bénévolat aussi qui peuvent être quand même intéressantes aussi, puis qui sont à proximité du milieu. Donc, la personne, par exemple, qui réside à un endroit, mais qui travaille à l'épicerie du quartier ou qui va, qui va être visible dans sa communauté parce qu'elle a un travail ou une activité bénévole, c'est un autre élément, c'est une autre piste là, intéressante pour créer du lien social. Puis toute la proximité avec les membres de la communauté, on pense notamment à tous les milieux qui sont plus des milieux de mixité sociale. Mais si je suis en situation de handicap, je vis dans mon logement, puis bon, quand je sors de mon logement, il y a quelqu'un qui n'est pas nécessairement en situation de handicap, je le croise à tous les jours, bien, il y a aussi du lien social qui se crée comme ça dans l'informel, dans le fait de se côtoyer un peu dans le quotidien. Donc, si je poursuis, donc, au niveau des besoins qui étaient à l'origine des modèles, en fait, on allait voir à l'origine pourquoi est-ce que ces modèles-là ont été créés. Bien, c'est souvent une réponse au manque de services adaptés sur le plan résidentiel, évidemment. Donc, ça n'existe pas, on le crée. Beaucoup nous ont parlé, évidemment, du vieillissement des parents. Donc, des fois, des groupes de parents qui s'organisent parce que se questionnant sur l'après-parent. Puis évidemment, au niveau des besoins, des buts poursuivis, ben, permettre l'autonomie, les projets de vie, répondre aux besoins de participation sociale, favoriser l'insertion sociale, l'inclusion, briser l'isolement ou carrément sortir certaines populations des CHSLD, par exemple, parce que ce n'est pas ce qui correspond véritablement à leurs besoins. Donc, c'est beaucoup ça qui est à l'origine, qui va être à la source de la motivation du développement de ce type de milieu résidentiel. On s'est questionné aussi, hein, comme je vous disais, on a cherché des données. On s'est questionné aussi sur est-ce que les technologies, c'est quelque chose qui est important dans ces modèles résidentiels. Il y a quand même une promotion forte de l'usage des technologies en milieu résidentiel. Puis dans les faits aussi, notre quotidien de plus en plus, puis peut-être que vous et moi, on a peut-être des outils technologiques dans notre quotidien qui nous facilitent la vie. La domotique, finalement, est de plus en plus accessible sur le plan financier. Donc, ce qu'on a été chercher là-dedans, c'est que oui, dans la majorité des cas, il y a des technologies qui sont utilisées et des technologies qui sont au final assez simples, qui correspondent pas mal à ce que monsieur, madame, tout le monde utilise également. Réveil matin adapté, tablette électronique, téléphone cellulaire, pour le rappel des tâches, la communication, la gestion de l'horaire. Donc, c'est souvent tout ce qui rentre dans la catégorie des technologies mobiles, donc un téléphone, une tablette. Donc, on est moins dans des outils technologiques qui sont très envahissants ou stigmatisants, mais vraiment dans la technologie qui est la plus accessible, le téléphone intelligent, par exemple. C'est beaucoup aussi centré sur avoir une espèce de contrôle sur son environnement, puis en même temps assurer la sécurité. Donc, c'est beaucoup dans cette optique-là que les milieux nous répondaient en nous disant, ben, quand, par exemple, j'ai mon téléphone je sais que je peux appeler en cas de besoin ou, par exemple, je peux être repéré quand je me déplace par quelqu'un parce que je partage ma localisation. Donc, c'est des éléments comme ceux-là là, qui sont importants. Sur le plan de la littératie aussi, on va aller voir les types de soutiens, par exemple les soutiens visuels au niveau des pictogrammes, tableaux à tâches orales, les calendriers, les listes à cocher, des consignes visuelles. Donc, il y a toutes sortes de stratégies d'adaptation, en fait, beaucoup par le soutien visuel pour venir appuyer la réalisation des tâches de façon indépendante dans le milieu résidentiel. Il y a différents outils qui sont utilisés. Je vous dirais que ça, souvent, les milieux qui développent nous demandent est-ce que vous avez des outils pour évaluer les besoins résidentiels? Ça, on a posé la question. Certains milieux n'ont pas d'outils en tant que tels pour venir, ou encore ont des outils maison pour venir identifier les besoins des personnes.
Sinon, il y a les outils, en fait, qui sont un petit peu récurrents, déjà connus. L'OEMC, c'est l'outil d'évaluation multiclientèle. OCCI, c'est l'outil de cheminement clinique, donc deux outils qui sont plus utilisés en termes de CCCIUS. IHVA, c'est l'inventaire des habiletés pour la vie en appartement, donc un outil de corbeille aussi qui nous permet des fois d'évaluer les besoins des personnes sur le plan résidentiel. Là, je dépasse un petit peu mon temps, mais je termine bientôt. Et bien sûr, il y a les plans d'intervention, plans de services individualisés, plans de transition, développement de routine, etc. Donc, différents outils qui vont être plus personnalisés, là, évidemment, en fonction des besoins de chacune des personnes. La clientèle visée par le modèle résidentiel, c'était quelque chose qui nous intéressait aussi d'aller voir comment est-ce que c'était défini les personnes. Donc, tout de suite, je vais répondre à la question dans la catégorie autre. Qu'est-ce qu'on retrouve là? C'est soit des modèles résidentiels, en fait, où on identifie les personnes davantage en fonction de leurs besoins. Donc, on ne s'affiche pas comme répondant aux besoins des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou autistes ou des personnes qui ont une déficience physique ou un traumatisme crânien, mais on va répondre aux besoins de personnes qui ont besoin d'un soutien de telle sorte. Donc, ils ne se définissent pas nécessairement par une population particulière. Il y a des fois aussi des spécificités très, très particulières, donc des fois des sous-catégories au niveau de la déficience physique, des fois une déficience motrice sévère, des fois on va se définir en fonction d'une clientèle à faible revenu. Sinon, parce que vous voyez, il y a certaines ressources qui vont dire, nous, c'est déficience intellectuelle, d'autres vont dire déficience intellectuelle, déficience physique, puis d'autres populations, donc d'autres, c'est DIDP, TSA, autres. Donc, vous voyez un peu toute cette diversité-là. Évidemment, plus on est dans un milieu dense, un milieu urbain, plus souvent les ressources sont spécifiques à une sous-population. Dès qu'on s'éloigne des grands centres, bien souvent, on va avoir une offre résidentielle qui va être un petit peu plus large, où on va répondre aux besoins des personnes qui ont une déficience intellectuelle, autisme, ou qui ont d'autres particularités, tout simplement parce qu'on a besoin de répondre à un bassin de population plus large, là, étant donné que la densité de population, elle est moins grande. Je dirais qu'il y a 5 critères généralement que les milieux vont utiliser pour définir leur population. D'abord, le diagnostic, pas dans tous les cas, mais ça arrive assez souvent. Des fois, on va exclure les gens, par exemple, qui ont des troubles graves de comportement. Donc, le diagnostic, le niveau revenu, des fois, va être un critère qui est pris en compte. Le niveau d'autonomie aussi. Ici, souvent, l'autonomie est entendue comme le niveau d'indépendance. Donc, est-ce que la personne a un certain degré d'indépendance? L'âge de la personne. Donc, des fois, il y a des ressources qui sont identifiées en fonction de l'âge. Généralement, c'est 18 ans et plus, mais parfois, ça peut être 30 ans et plus ou tout dépendant là, des critères. Et le niveau de soins requis. Donc, est-ce que la personne a des problèmes de santé? Puis quel est le niveau de soins qui est requis pour pouvoir accéder à ce milieu résidentiel? La durée d'hébergement, je vais passer par-dessus ça, mais simplement pour vous dire en fait que ce n'est pas nécessairement toujours clairement défini. Parfois, c'est du court terme, du transitoire, du long terme. Donc, on va préciser un certain nombre d'éléments. Parfois, les gens disent, ben nous, c'est à court terme, mais ce n'est pas déterminé dans le temps. D'autres vont dire, ben nous, ça peut être à long terme, ça peut être à vie. C'est à long terme, mais quand la personne est rendue à tel niveau de soins, elle doit quitter. Donc, ça, c'est quand même assez variable. Et je me dépêche, je savais que j'avais beaucoup de contenu, mais au niveau des partenaires, en fait, qui est impliqué dans l'offre de service, au niveau des partenaires qui sont concernés, évidemment, les CIS, les CIUS le sont très souvent. Les villes sont parfois impliquées aussi. Il y a parfois des fondations, par exemple, qui vont venir offrir un soutien financier pour certaines ressources, souvent aussi avec des ententes formelles ou encore des fois même il y a des fondations qui vont financer certains services. Donc, et vous voyez, hein, quand on regarde dans la description des partenaires, il y a aussi toute une multitude d'autres partenaires qui vont être différents selon les ressources. Parfois, des organismes communautaires, des milieux scolaires, il y a toutes sortes d'ententes, de liens qui se créent avec différents partenaires de la communauté aussi qui vont venir donner un certain dynamisme là, au milieu résidentiel. Dans tous les cas, il y a généralement quelques partenaires qui sont impliqués. Vous voyez, 1 à 2 partenaires, là, on a 32 3 à 4 partenaires, il y en a davantage. Puis là, au-delà de ça, là, plus ça va, le pourcentage diminue, mais il y a toujours quelques partenaires généralement. Au niveau de la gestion de ces ressources résidentielles-là, dans certains cas, des tables de concertation aussi qui vont aider à la gestion, ou encore des comités avec des rencontres plus ou moins formelles.
Il y a des participations au conseil d'administration aussi. Donc, généralement, il y a des mécanismes de gestion qui sont pensés de façon à faire en sorte que ces partenaires-là aussi puissent avoir une participation active. Donc, des fois, des partenaires qui vont siéger au conseil d'administration, par exemple, d'un organisme qui va offrir des services résidents. Au niveau des sources de financement, vous voyez encore une fois là, la SHQ, la SCHL, les villes aussi parfois vont contribuer d'une façon ou d'une autre également sur le plan du financement des fondations. Donc, il y a des dons qui vont arriver parfois de certaines fondations. Des fois, les CIS vont offrir des services ou encore le salaire de certains employés. Il y a des ententes spécifiques, il y a des éléments récurrents. Donc, parfois, il y a des ressources qui sont financées par le programme SOC. D'autres fois, c'est par une entente un petit peu plus particulière, tandis que les villes, c'est beaucoup des crédits de taxes, des dons en argent, des dons de terrain, etc. Donc, encore une fois, il y a de la variété là-dedans, mais je pense que ça parle aussi de la créativité des gens qui sont porteurs de ces milieux-là. Et encore, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour chacun des milieux, il y a généralement plusieurs sources de financement qui sont impliquées. Donc, c'est rarement une seule source de financement. Généralement, les revenus pour permettre de rendre ce milieu-là viable aussi vont provenir de plusieurs sources de finances. Donc, nous, on est allé voir aussi, puis là, c'est un exemple d'analyse qu'on peut faire. On essaie de croiser, voir est-ce que les partenaires impliqués dans l'offre de services le sont aussi sur le plan financier. Bien, parfois oui, pas toujours, mais là, je vais passer peut-être un petit peu plus rapidement là-dessus, mais c'est dire, en fait, pour voir si certains partenaires vont être là dans l'offre de services, d'autres vont être là pour offrir un soutien financier, mais parfois, il va y avoir l'un et l'autre qui va être aussi combiné là, pour venir soutenir ces différents milieux résidentiels. Au niveau des CIS et des CIUS, en fait, il y a des 8 CIUS, en fait, seulement là, dans les différentes régions qui ont accepté de répondre à nos questions. Il y a des gens des CIS et des CIUS là, ici, qui font partie d'une région qui n'a pas accepté ou qui n'a pas voulu partager les données. Je pense que là, ça devient vraiment nécessaire d'avoir accès à ces données-là parce qu'il faut qu'on s'aide mutuellement. Et quand on recueille ces données-là, c'est aussi une façon de vous aider à mieux aider. Donc, c'est sûr que c'est toujours difficile d'avoir un refus, par exemple, d'un CIS qui ne veut pas partager, par exemple, là, combien de RTF, combien de RI, combien de RAC, finalement, il a dans son parc résidentiel. Donc, pour les ressources de type familial, généralement, là, au niveau des régions, là, 527 places RTF là, en moyenne par région, moyenne 3,6 personnes par ressource de RTF, moyenne du nombre de ressources, c'est ça. Donc, pour chacune vous avez en fait le nombre de places, le nombre de ressources, donc 147, 528, ça fait une moyenne de 3,6. Les RI, évidemment, c'est un petit peu moins de personnes qui vont être présentes, tandis que les RAC, ben là, on va en avoir un petit peu plus parce que c'est un petit peu plus grand. Encore une fois, c'est des données à utiliser avec prudence parce qu'on a de la misère à avoir accès aux données. C'est assez difficile. Donc là, on a 4 CIUS, en fait, qui ont accepté de répondre, sachant très bien, par contre, et ça, dans les entrevues qu'on a eues, que les CIS et les CIUS, unanimement, rapportent aussi un manque d'options intéressantes pour répondre aux besoins des personnes autistes ou des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, entre autres. Mais c'est aussi quelque chose qui est vu pour les personnes qui sont en situation de handicap physique également. Donc, voilà, bien, écoutez, quelques conclusions rapides, inégalités qui sont significatives dans les services offerts en différentes régions du Québec, ça, c'est certain. Financement, une préoccupation qui est très, très importante. Donc, si on avait une plus grande diversité d'options résidentielles, évidemment, on répondrait à un plus grand éventail de besoins. C'est quand même quelque chose qui est constaté de dire, bien, parfois, il y a une place pour une personne, donc ça va être cette place-là pour cette personne-là parce que les opportunités n'existent pas. Les délais entre le démarrage de certains projets puis leur actualisation, bien évidemment, ça va être un défi parce que ce délai-là est souvent utilisé pour trouver des ressources financières, en fait. Et les parents, ça revient encore beaucoup aux parents pour être des investigateurs par rapport à ces différents projets-là. Je me permets d'ajouter également que pour le moment, on ne sent pas qu'il y a de structuration du développement des options résidentielles pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est un développement
je vais utiliser un gros mot, là, mais un peu anarchique, c'est-à-dire que ça va en fonction de la volonté de certains milieux résidentiels, du dynamisme de certains groupes qui vont réussir à mener leur projet à terme. Mais il n'y a pas de coordination dans les régions. Et ça, je vais juste arrêter mon partage d'écran à ce moment-ci. La coordination dans les régions pour les services aux personnes en situation de handicap, c'est un problème pour le résidentiel, c'est un problème pour les activités socio-professionnelles. Et ça, ben, c'est un problème systémique qu'il va falloir résoudre à un certain moment, d'avoir un regard qui est un peu sur les enjeux d'une région, ses particularités, parce qu'il faut qu'il y ait une espèce de gouvernance et de vision régionale qui permette le développement de ressources résidentielles qui vont répondre aux besoins, mais qui vont être coordonnées sur le plan régional. Donc, voilà. Justine, peut-être je vais avoir besoin juste un petit peu de ton coup de main, parce que j'ai vu qu'il y a des questions qui sont passées. Je vais être sûr de ne pas en oublier. Je ne sais pas si on peut les regarder ensemble. Ouais, en fait, je t'ai fait un petit résumé. Je vais juste